Bonjour à tous, Église du Monde porte à nouveau son attention cette semaine sur la Grèce en proie à une profonde récession. Les Grecs subissent une rigueur économique sans précédent pour tenter de juguler la dette du pays. Qu'en est-il des personnes les plus fragiles? Quelle solidarité est déployée? Comment aussi l'Église catholique, petite communauté de 50 000 fidèles grecs, traverse cette épreuve? Décryptage avec notre invité, Jo Akepsimas, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chanteur, compositeur français d'origine grecque. Beaucoup de chrétiens, bien sûr, connaissent vos chants liturgiques. Merci de nous avoir rejoints. Vous retournez régulièrement dans votre pays. Vous y alliez, je crois, 5 à 6 fois par an. Exactement. On a du mal, nous, vu de France, à comprendre ce qui se passe en Grèce. On perçoit cette crise d'un point de vue économique. C'est ce qui transparaît en tout cas à travers la presse. Et on ne sait pas réellement finalement ce que vivent les Grecs. Vous, quel regard est-ce que vous portez sur ce qui se passe? Est-ce que c'est grave? C'est grave parce que c'est une crise qui est l'aboutissement de toute une culture. Il y a un philosophe grec qui dit haut et fort, un paradoxe, que la crise n'est pas économique mais elle est culturelle. C'est-à-dire que la manière dont les Grecs sont situés par rapport à leur État, par rapport à l'Europe, par rapport à l'Occident, par rapport à la religion, par rapport à l'Église catholique, est tellement complexe qu'il nous faudrait plusieurs heures pour essayer de faire comprendre à un occidental les tenants et aboutissants de tout cet écheveau. Et j'ai oublié d'ajouter aussi ce lourd héritage qui est donc la Grèce antique et comment les Grecs aujourd'hui se situent par rapport à cet héritage et comment l'Europe croit que les Grecs se situent par rapport à ça. C'est très complexe. C'est complexe. Il y a une perception, peut-être ici en France ou en tout cas dans le reste de l'Europe, qui n'est pas forcément la réalité. Qui n'est pas la réalité. Voilà. Qu'est-ce que vous disent vos proches, vos amis grecs, de ce qu'ils vivent des effets de cette crise dans leur vie? C'est-à-dire que ça a été une douche froide pour la plupart des gens, aussi bien les gens les plus défavorisés et que les autres qui vivaient dans une sorte d'insouciance. Oui. Puisque depuis les années 80, le mot d'ordre était consommer, consommer, consommer. Il y avait des gens qui avaient jusqu'à 7, 8, 10 cartes de crédit différentes. Oui. On leur disait acheter des voitures, acheter des maisons, acheter ceci, acheter cela. Et puis tout d'un coup, la douche froide consiste au fait que du jour au lendemain, on se rend compte qu'on allait droit dans le mur. Voilà. Et donc, concrètement, les classes les plus défavorisées se trouvent vraiment dans une situation très grave. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu autant de SDF. Il n'y avait pas de SDF à Athènes. Tout au moins, on ne les voyait pas. De la mendicité, des enfants qui n'ont pas mangé pendant plusieurs jours. Je sais que les jésuites d'Athènes ont mis sur pied depuis quelques mois, 1 an à peu près, une structure pour accueillir les enfants d'immigrés, pour les scolariser, pour leur donner à manger. Ils se trouvent devant des cas, des enfants qui forcément ne peuvent pas avoir des performances scolaires minimales s'ils n'ont pas mangé depuis 2 jours. Voilà. Donc, moi, ce que je vois de mes amis, ceux qui avaient certaines professions, comme par exemple dans le bâtiment, il n'y a plus de construction, il n'y a plus de travail. Et les Albanais qui étaient venus en masse depuis quelques années, 6, 7, 8 ans, parce qu'il y avait beaucoup de travail, ils repartent tous chez eux parce que le taux de chômage ne fait qu'augmenter. Donc une situation difficile. Est-ce que vous avez le sentiment que la Grèce s'adapte à l'austérité ou non ?
Elle s'adapte forcément, elle ne peut Elle n'a pas pas le choix. faire autre, elle n'a pas le choix. Mais à l'intérieur, les gens, dans leur fort intérieur, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et là où je suis sévère, c'est que si on ne comprend pas ce qu'il nous arrive à chacun de nous, on ne peut pas Changer les avancer, choses. on ne peut pas changer les choses. Ce que dit le philosophe auquel je faisais allusion, qui s'appelle Stelios Ramphos, il dit Grec. que c'est un grec. Oui, c'est s'entend. un philosophe qui a enseigné même à Vincennes dans les années 68 par là. Et qui dit que c'est la mentalité qui doit être changée, de haut en bas, aussi bien des gouvernants que du peuple. Il y a une sorte de paranoïa chez le grec qui fait qu'on rejette la faute sur les autres. C'est la faute de l'Occident, c'est la faute de l'Allemagne, c'est la faute de l'Église catholique, c'est l'Occident nous a lâchés et ça fait des siècles que l'Occident nous lâche, donc c'est pas étonnant. Et l'Europe, voilà. Vous avez un regard quand même assez dur sur votre pays. Oui, mais mes amis en France vous diront que ça fait plus de 30 ans que je tiens ce discours. Et les gens souriaient quand ils m'entendaient parce qu'ils ont une image un peu idyllique, un peu romantique de la Grèce, à commencer par l'Antiquité, jusque l'hospitalité grecque, etc. etc. Mais moi qui ai vécu pendant 18 ans, donc jusqu'à la fin de mon bac là-bas, les choses de l'intérieur, je les comprends autrement. Et j'ajoute tout de suite que l'Occident a une lourde responsabilité là-dedans. Laquelle, selon vous? C'est-à-dire que déjà, si on remonte... les Grecs eux-mêmes remonteraient à 1204, c'est-à-dire la 4e croisade, où il y a eu déjà dès les premières croisades l'établissement d'empires latins en Orient. Il y a eu donc cette prise de Constantinople qui a laissé dans l'inconscient des Grecs une blessure énorme. Il y a eu la prise de Constantinople après par les Ottomans, par les Turcs en 1453, 29 mai, mardi, 9h30 du matin. Constantinople est tombée. Tous les Grecs savent cette date par cœur. C'est vous dire à quel point cette blessure est profonde. Le pape nous a lâchés. L'Occident nous a lâchés, alors que tout le monde savait depuis des décennies qu'on était au bord du gouffre, qu'on allait tomber. Ce qui fait que quand les Turcs sont arrivés, il y a un proverbe qui existe encore. Il vaut mieux le fez, la chapka du turc, que la mitre du latin. Donc c'est vrai qu'il y a eu une sorte de mépris de l'Occident par rapport à l'Orient. Et il y a eu tous les antagonismes sur le plan religieux entre catholicisme, orthodoxie, après le schisme. Donc voilà. Donc je crois que l'Europe n'a rien compris à la Grèce. Et donc, parce que le problème se situe ailleurs que là où Madame Merkel croit qu'il se trouve. Le problème se trouve complètement ailleurs. Ce philosophe que j'aimerais un jour rencontrer dit que la Troïka, donc ce triumvirat qui vient régulièrement en Grèce pour mettre les choses en ordre, pour qu'on puisse leur donner chaque fois des sous, dit qu'avant de rencontrer les économistes, les hommes politiques, il devrait rencontrer des anthropologues, des philosophes et des écrivains pour comprendre quelque chose de l'âme grecque qu'ils n'ont pas compris. Et qui pourrait peut-être apporter un autre voilà, éclairage. Parce que la Grèce fait partie de l'Europe, mais en réalité, elle est en sursis par rapport à l'Europe. Elle n'est pas entrée de plein pied. Alors, vous parlez de cette crise profonde et finalement très ancienne qui aboutit à son apogée peut-être depuis ces dernières années. Mais quelles sont finalement les nécessaires remises en question ? Si on va au fond des choses, il y a une conversion qui est fondamentale. La première, à mon avis, c'est que l'on passe d'un système familial à un système étatique.
je m'explique. Pour le grec, c'est la famille qui compte, c'est la cellule familiale qui compte. Ce qui fait que tout ce qui est en dehors de la maison où l'on habite, où on a développé une sorte de cocon familial, est sujet ou objet plutôt au soupçon. C'est-à-dire on ne fait pas confiance aux voisins et donc, a fortiori, on ne fait pas confiance à l'État qui nous vole. Donc, ce qui manque à la Grèce, c'est ce contrat, j'allais dire, civil qui fasse qu'il y ait un État qui existe. C'est la première des réformes à faire. Oui. C'est ça qui est difficile. La précarisation, pour vous, va devenir de plus en plus forte? Ah oui. Ouais. Pour suivre un tout petit peu le raisonnement que j'avais, ce qui explique, pour nous qui sommes loin, le clientélisme et la corruption. C'est-à-dire que dans un type d'organisation familiale, vous avez toujours le clientélisme et le népotisme, c'est-à-dire que je vais favoriser mes proches, mes neveux, mes nièces, mon oncle, etc., etc. Donc le clientélisme s'est étendu sur tout le système politique et qui a amené la corruption énorme qui existe. Voilà. Alors on va parler de cette aide aussi que fournit l'Église catholique, l'Église orthodoxe également. Depuis 3 ans, toutes deux apportent leur soutien aux personnes les plus touchées par la crise. À Athènes, l'aide des 10 paroisses catholiques est coordonnée par la Caritas. Je vous propose d'écouter le témoignage du père Théodoros Kontidis recueilli par Loïc Landreau. La crise touche un grand nombre de personnes, donc ceux qui viennent en demandant de l'aide sont beaucoup plus nombreux. Et ces derniers temps, ce sont des Grecs aussi, alors que dans les temps, c'était plutôt des étrangers. Pratiquement toutes les paroisses ont quelques activités d'assistance, en offrant des repas, en offrant de la nourriture. Ça touche de plus en plus du monde. Le gros problème, c'est le chômage. Donc, quand dans une famille, il y a une personne qui travaille, il y a toute une série de problèmes, les besoins pour survivre, mais aussi tout ce qui concerne la déstabilisation psychologique des gens. Ceci aussi fait des conséquences lourdes. Il y a un soutien psychologique et spirituel d'un côté, il y a un soutien aussi matériel de l'autre. Alors on entend parler de cette crise surtout du point de vue du chômage, mais peut-être qu'on entend effectivement moins la question des effets collatéraux sur les familles, comme l'expliquait ce prêtre. Ça crée aussi des vrais ravages dans les familles, de ces difficultés-là? Oui, vous savez qu'en France, on constate les effets collatéraux du chômage. L'alcoolisme et l'éclatement de la famille parfois, et aussi les effets, je dirais, de dépression. Et ce qui fait que déjà dans le couple, dans la famille, il y a des problèmes qui naissent conséquemment au chômage. Et le chômage, il est galopant en Grèce, là, surtout parmi les jeunes. Alors quels sont les liens entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique à travers cette crise ? Comment ça se passe? Parce qu'il y a une solidarité qui est déployée aussi du côté des orthodoxes. Comment ça se passe entre ces églises? Et là aussi, il faut remonter au passé, aux racines pour comprendre les choses. Voilà, il n'y a pas, malheureusement, je le regrette, tout le monde le regrette, il n'y a pas une collaboration. Comme les deux églises sont comme chien et chat depuis des siècles, là, même face à un problème comme ça, je trouve qu'il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas, on va se retrousser les manches encore. Bien entendu, je fais un correctif parce que vous allez me trouver très pessimiste. et donc, c'est vrai que sur le terrain, il y a beaucoup je vois beaucoup d'amitiés qui sont nées entre des prêtres et même des évêques de part et d'autre, mais la majorité se tient surtout de la part de l'Église orthodoxe, qui est majoritaire. Vous l'avez rappelé, il y a 50 000 catholiques de souche grecque sur une population de 11 millions d'habitants.
Mais les catholiques sont beaucoup plus nombreux en Grèce. Ils sont environ 350 000 de provenance d'immigration. Voilà. Énormément de Polonais, énormément de Philippins, d'Ukrainiens, pays africains, etc. etc. Et donc, je regrette qu'il n'y ait pas une concertation entre les deux, puisque chacun est dans sa boutique, malheureusement. Alors l'Église orthodoxe, c'est la religion officielle de l'État. Elle a en ce sens un statut différent de celui de l'Église catholique. Ses évêques et ses prêtres sont rémunérés par l'État. On a pu lire beaucoup de choses dans la presse sur la situation privilégiée de l'Église orthodoxe qui bénéficierait d'avantages fiscaux notamment, qui serait le deuxième propriétaire foncier du pays. Vrai ou faux? C'est vrai et faux. C'est-à-dire qu'il y a une dispense par rapport aux propriétés foncières, si vous voulez, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas, d'après mes renseignements, si je me trompe, je fais amende honorable, elles ne sont pas taxées comme elles le devraient. Mais sinon, il y a des impôts normaux. Par rapport au statut de l'Église orthodoxe, c'est vrai que l'Église orthodoxe a un statut privilégié, étant donné que l'Église et l'État ne font qu'un. Il n'y a pas de séparation de l'Église et l'État. Ce qui, pour moi, est une des causes du fait que la Grèce ne progresse pas suffisamment, ne peut pas entrer de plein pied dans l'Europe. Et ça, comment est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Ah, ça c'est difficile. C'est-à-dire, dans la mesure où... ce serait un peu compliqué. Voyez, la situation, pour ceux qui connaissent ici en France la situation de l'Église avant 1900, on voit bien que les choses étaient un peu mélangées. À partir du moment où cette séparation a été faite dans la douleur, parce que moi qui suis compositeur, j'ai étudié le corpus des chants religieux de l'époque, où sauvez la France au nom du Sacré-Cœur, et on jetait l'anathème contre l'État laïque, etc. Pour en revenir à la Grèce. Oui, pour revenir à la Grèce. À partir du moment où en France cette séparation a été faite, progressivement, il y a eu, sur le plan de la foi, une plus grande pureté, je dirais. C'était pas mélangé. En Grèce, si mon regard est encore très sévère, c'est une religion sociologique, une religion de superstition. Ce qui fait que le peuple est maintenu dans une sorte de mentalité archaïsante, archaïque et pré-moderne. Ce que l'Église catholique a eu comme bénéfice énorme, ça a été le bénéfice positif du siècle des Lumières. La Grèce n'a pas connu ça. Pas encore, en tout cas. Parce que sur le plan de la civilisation, sur le plan des réformes sociales, économiques, etc., pour moi, ça a des incidences, mais le lieu n'est pas ici de pouvoir développer dans le concret. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi sur la fragilisation de l'Église catholique à travers cette crise? Une petite Église, 50 000 fidèles grecs, mais autour de 350 000 catholiques sur l'ensemble de la population. Elle est traversée, elle est secouée aussi par cette crise d'un point de vue économique. Forcément qu'elle est secouée. Forcément qu'elle est secouée. Et déjà, l'Église catholique était dans une situation très fragile. Je n'oserais pas dire qu'elle est persécutée, parce que vous allez encore me dire que j'exagère, mais comme elle n'est pas reconnue par l'État grec, elle n'est pas reconnue. Son statut juridique est inexistant, ce qui fait que très souvent on se trouve devant des impasses. L'Église catholique est considérée comme un dogme étranger. Xénodogma en grec. Ce qui fait que depuis toujours, elle souffre de vexation. Voilà, je ne dis pas de persécution, mais de vexation. Alors actuellement, les catholiques se sont habitués depuis qu'ils sont... ça a été mon cas, jusqu'à l'âge de 18 ans, les vexations de mes camarades. On ne nous dit pas « t'es catholique », on nous dit « tu es franc ». Les francs, i franghi, c'est-à-dire, pas les Français, mais les descendants des croisades. Vous voyez un peu où on en est encore aujourd'hui, les francs. Ma cousine qui est orthodoxe
m'a dit un jour, ce sont des gens très cultivés, je précise, très cultivés. Nous, les chrétiens, et les orthodoxes, alors que vous, les catholiques, donc on n'est pas considérés comme des chrétiens. Vous voyez, il y a et donc les catholiques souffrent de cette espèce de division d'une part, et de cette espèce de marginalisation. Alors avec cette crise, alors là, c'est le pompon. Mais est-ce que, malgré tout, il y a des ponts de solidarité qui se déploient entre les Grecs, qu'ils soient catholiques, orthodoxes, dans cette situation très difficile que traverse le pays? Oui, mais je connais très bien une petite île, la capitale des Cyclades, qui s'appelle Syros. Ce qui m'a frappé dans cette île, c'est le corporatisme qui passe par la religion. Un entrepreneur qui bâtit des maisons fait appel prioritairement à tous les corps de métier catholiques. Alors, quand la crise arrive... C'est l'île sur laquelle il y a plus de catholiques, oui, il y a 8000 catholiques. Les autres se trouvent la plupart à Athènes. C'est l'île qui a donné la majorité des prêtres, des religieux et des religieuses. Syros, voilà. Et donc, cette solidarité dont vous parlez, forcément, les gens n'ont pas une épiderme, j'allais dire pachydermique. Et donc, ils sont mus par la souffrance des uns et des autres. Et ils ne font pas la différence si on est catholique, si on est musulman, parce qu'il y a énormément de musulmans qui sont arrivés en Grèce par l'immigration des Albanais, etc., etc. Je vous parlais des prêtres, des jésuites à Athènes qui ont fait une sorte d'école pour suivre les enfants. Ils vont au secours des nécessiteux, oui. Voilà. Quel qu'il soit. Est-ce que pour vous, la Grèce, elle peut s'en sortir? Et si oui, à quel prix? Je pense. Comme je vis loin, même si je lis le journal sur Internet tous les matins, je pense quand même que depuis 3 ans, avec cet intergouvernement qui est arrivé, donc de 3 forces, cette coalition, il y a pas mal de choses qui commencent à changer. Je voudrais être optimiste, pour penser que dans les années à venir, on va vers une certaine amélioration, mais au prix de quelle souffrance. Je vais faire de la publicité pour une revue que je ne connaissais pas qui s'appelle 21. Dans le dernier numéro, il y a un reportage extraordinaire d'un déménageur qui explique plusieurs cas devant lesquels il se trouve, où il se trouve devant des gens de la classe moyenne et même parfois des aristocrates qui sont obligés de vendre leur maison, leurs biens, et qui vont habiter un peu dans des petits KGB parfois pour payer les impôts parce que... Donc, peut-être que la Grèce aura, dans les années à venir, un mieux-être, à condition d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout des réformes, parce que c'est surtout des réformes, étant donné le clientélisme, il y a une pléthore de fonctionnaires. Et vous imaginez un tout petit peu la souffrance humaine qu'il y a derrière. Parce qu'un bureaucrate, il peut bien vous dire... rayez-moi 30 000 fonctionnaires, mais dans le concret, ça fait quand même des drames familiaux, ça fait des gens qui se trouvent à la rue. On ne sait pas quels seront les effets collatéraux de toutes ces mesures d'assainissement des structures de l'État. On ne sait pas ça. Et l'Église, là aussi, et peut-être plus encore, a un rôle particulier à jouer avec son expertise humaine aussi. Ah mon Dieu, c'est là que je vais être encore pessimiste. je dis depuis des années, je regrette que l'Église catholique, qui aurait dû jouer un rôle prophétique, n'ait pas mis le doigt sur le problème, celui de l'honnêteté. Celui parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, il y a une sorte de mensonge diffus chez les Grecs. C'est-à-dire que, comme ils ont vécu pendant 400 siècles sous occupation
étrangère, ottomane, en plus d'une autre religion. Je dis aux Français, vous qui avez connu, ne serait-ce que par des livres, une occupation allemande de 4 ans, vous avez vu les effets que ça a créé sur le plan de... On a menti pour survivre, on a volé pour survivre, on a fait du marché noir pour survivre. Ça a duré 4 siècles. Donc il y a le clientélisme, la dissimulation, la simulation. L'Église, depuis des années, devrait, au lieu de faire des prêches en l'air, elle devrait dire « soyons plus honnêtes, ne trichons pas ». Et aujourd'hui, c'est plus que jamais le moment de dire « ne trichons pas ». Serrons-nous les coudes, et essayons d'avancer. Merci beaucoup, Jo Akepsimas, pour votre regard sur la situation dans votre pays, la Grèce, en proie à une grave crise. Vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur notre site internet qui s'affiche sur vos écrans. Très bonne semaine à tous, au revoir.